Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team propose ce soir LGT News. Coupe de la Confédération CAF. Hold Up Mimo à Berkane. Des raisons d'y croire, vos avis sur la question sont attendus au cours de l'actu. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Bogré et ses invités. Et nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, et ce jusqu'à 22h90. J'étais dans, sciences politiques, non? Avec une question LGT donnée dans le sommaire, Coupe de la Confédération CAF, Hold Up Mimo à Berkane, des raisons d'y croire. Vous en avez, Pour nous joindre, vous aurez le téléphone de la 3, le numéro c'est le 27 21 59 93 99. Je reprends pour vous le 27 21 59 93 99. Ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. Ce soir, pour la première partie, je serai donc accompagnée de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Et puis de Kader. Kader, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Super. Et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Voilà, donc avec vous, on commence donc la première partie de cette émission avec la première émission. Non, pas la première émission, la première rubrique. On est en mode première ce soir. Absolument. Voilà, la première rubrique, et c'est Kader, question piège. Ballot va vous sauver. Dans LGT News. Voilà. Oh, ben dis donc, Kader, carton jaune d'entrée de jeu. Voilà. La première rubrique de cette émission, c'est donc LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Voilà, nous sommes en direct sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team. La Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, bien sûr, tous les soirs. On commence avec le débrief des news. Kader, oui, avec vous, on parle judo, c'est ça? Ben, écoutez, j'ai décidé de parler d'un très grand champion en judo. Il s'agit de Teddy Riner et ce n'est pas le rédacteur en chef Magoula Diop qui dira le contraire. 11 titres à son actif, 11 titres de champion du monde à son actif, 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques. On se disait que le champion français allait mettre un terme à sa carrière, que non. Il décide de revenir pour les prochains Jeux à Los Angeles, au JO 2028 à Los Angeles. Il décide de remettre le couvert tout simplement pour participer à ces 6e Jeux Olympiques. On voit que le datif de Pointe-à-Pitre est insatiable. Il veut encore gagner des lauriers et il le dit, il veut gagner une médaille d'or ou des médailles d'or au prochain jeu. Ça vous dit toute l'ambition de ce grand champion de 2,04 m. On se souvient de son mémorable combat lors des JO de Paris avec le japonais Tatsuro Saito, qu'il a battu en individuel et dans les combats par équipe, permettant à la France, n'est-ce pas, de glaner plus de médailles dans cette discipline-là. Donc, vraiment, on voit bien l'ambition, comme je l'ai dit, l'ambition légitime de ce grand champion qui réside désormais à Marrakech. Et là, il a décidé de partir pour une semaine au Japon, là où qui est considéré comme la terre du judo. Il va se préparer là-bas en attendant les JO de 2028 à Los Angeles. Et puis, il espère, n'est-ce pas, gagner des titres également en 2029. Pour mettre un terme à sa carrière. Donc, on va voir ce champion qui nous a régalé, comme j'ai dit, lors des JO de Paris 2024 et on espère le revoir lors des Jeux de Los Angeles. En tout cas, Teddy Riner, vous l'avez dit, désormais basé à Marrakech, qui a repris en mars dernier, après s'être remis d'une opération au coude. Il s'est donc envolé, vous l'avez dit aussi hier, au Japon pour un stage d'une semaine. Voilà, effectivement. Et puis, FC Barcelone, on en parle avec Ballot. Oui, on en parle pour dire que Pedri a rendu hommage à Lamine Yamal. Il faut savoir que Lamine Yamal, c'est le joueur XXL en ce moment du FC Barcelone. C'est 23 buts pour 14 passes décisive avec le FC Barcelone, eh bien le maître à jouer du Barça, qui est Pedri dans le milieu de terrain, qui a signé au mercato estival de 2019 et qui a pu évoluer avec un certain Lionel Messi dans les rangs du FC Barcelone, voit une certaine similitude dans le jeu entre Lionel Messi et Lamine Yamal. Il faut savoir que cette comparaison va au-delà de l'hommage rendu, parce que dans les faits, effectivement, il y a une certaine similitude. Déjà, quelle est la similitude dressée par Pedri? Pedri affirme que, eh bien, dans les dribbles, à chaque fois que Lamine Yamal ou Lionel Messi ont le ballon, on sent qu'ils peuvent éliminer leur vis-à-vis en 1 contre 1, qu'il va se passer quelque chose de spécial. Eh bien, je, effectivement, confirme cette similitude, parce que Lionel Messi se caractérisait par des changements de direction, par une capacité d'élimination vif de son adversaire. C'est pareil aussi pour Lamine Yamal, qui sur des 1 contre 1,
lui aussi est très efficace pour éliminer ses adversaires, capacité à éliminer 2 à 3 défenseurs d'affilée. C'était pareil aussi pour Lionel Messi. Donc effectivement, il y a certaines similitudes, mais aussi dans l'efficacité, dans la capacité à faire changer le cours d'un match. Là aussi, il y a de grandes similitudes entre Lamine Yamal et Lionel Messi qui savent ouvrir leurs pieds dans les différents angles opposés. Donc oui, c'est une similitude effectivement. Il est gaucher comme Messi. Oui, effectivement. Ballon, j'ai noté, vous avez dit similitude 10 fois. Oui. Voilà, donc vous méritez un carton jaune. Pour vérifier, voilà, pour dire que c'est vérifié. Énormément de similitudes ce soir. Kader, Il va oui. falloir être très sage aujourd'hui. On a déjà un carton jaune qui part et d'autres. Allez, Kader, avec vous, on ne parle pas de similitudes, on parle de Jean-Louis Gasset, remercié. Jean-Louis Gasset, l'ami Gasset, j'ai envie de dire, qu'on a connu avec son passage éclair chez les éléphants lors de la CAN, qui est parti malheureusement après une cinglante défaite face à la Guinée équatoriale, qui est arrivé à Marseille, qui avait commencé, on va dire, à redonner de bons résultats à l'Olympique Marseille, mais malheureusement, il a commencé à péricliter. Et après, Faye a fait le boulot, et puis bon, voilà. Jean-Louis Gasset, donc on connaît très bien ici en Côte d'Ivoire, ex-sélectionneur des éléphants, qui n'est plus l'entraîneur actuel de Montpellier. Et puis on termine des briefs des news avec Ballot. Oui, avec vous, on parle boxe. Oui, on parle de boxe, hein, pour dire qu'on se frotte les mains, parce que là, il n'y a pas de similarité pour retirer mon carton jaune entre Deontay Wilder et Anthony Joshua, parce que oui, il faut savoir que Anthony Joshua on a connu aussi les frères Klitschko, Vladimir Klitschko également, et effectivement, en cas de victoire, c'est ce boxeur, soit Deontay Wilder ou Anthony Joshua, va marcher sur les pas de ces grands boxeurs. Très bien, merci beaucoup. Ballot, les premiers quarts de finale aller de la Ligue des champions UEFA se jouent actuellement. Donc déjà, voici les résultats en cours ce soir. Arsenal, Real Madrid, 3-0. Voilà. Oh. Bah oui, Arsenal actuellement qui bat largement Real Madrid. Même bon, le match est toujours en cours, n'est-ce pas? Oui, mais le Real Madrid, c'est un club fantôme. Hein, il peut surgir à tout moment. Bon, et puis Bayern Munich, Inter Milan. Actuellement, nous avons un but de l'Inter Milan face au Bayern. Voilà. Et puis, dans le focus, on aura 2 invités tout à l'heure pour le focus de ce soir, à savoir Mme Maïmouna Koulibaly, première femme ivoirienne journaliste de sport, qu'on aura l'honneur de recevoir sur ce plateau. Et puis, professeur Simon Akendes, enseignant d'université. Pour l'heure, on marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Oui, on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons au focus de ce soir. On y va. Ancienne internationale ivoirienne de volleyball, première femme journaliste de sport en Côte d'Ivoire, diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille et officier de l'Ordre du mérite de la communication, Madame Maïmouna Koulibaly s'est taillée une belle réputation dans le monde des médias en France où elle réside. Actuellement en Côte d'Ivoire, justement dans le cadre d'un colloque sur le sport en Afrique, elle est l'invitée de la Grande Team et donc nous la recevons sur le plateau de la Grande Team et c'est un honneur. Et elle n'est pas venue seule. Nous vous laissons vous installer confortablement, madame. Elle n'est pas venue seule, elle est accompagnée de l'éminent professeur Simon Adetona Akendes, enseignant d'université et consultant de l'UNESCO. Voilà, nous le recevons aussi sur le plateau de la Grande Team. On vous laisse vous installer confortablement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame, et bonsoir, messieurs. Merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Madame Maïmouna Koulibaly, première femme ivoirienne journaliste de sport. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Et aussi, professeur Simon Akendes, merci beaucoup d'être présent sur ce plateau. Un plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bon, déjà sportive, hein, madame, sportive de haut niveau, première femme ivoirienne journaliste de sport et aujourd'hui experte du monde des médias. Le chemin était-il tout tracé? La première question. Je ne saurais vous dire si le chemin était tout tracé. C'est vrai que je vivais avec un oncle qui était journaliste et ma tante, et ça a peut-être joué, ça m'a peut-être influencé. C'est vrai que je rêvais de faire de la radio. Et il faut dire que lorsque j'étais au lycée à Sainte-Marie, il y a un journal du lycée qui existait.
Et c'est là que j'ai commencé mes premières armes, en fait, dans le journalisme. Et je dis toujours que pour les personnes de ma génération qui ont connu cette grande sportive qui a été Célestine Drin, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, qui est une grande athlète. Voilà, j'ai l'habitude de dire que c'était mon cobaye. Parce que voilà, je l'interviewais, je faisais son portrait après chaque compétition. À l'époque, on parlait de cross. Oui. Voilà. Donc, c'est au lycée que tout a démarré. Et ensuite, comme tout le monde, comme des étudiants, comme tout étudiant, pour un boulot de vacances, tout naturellement, j'ai cherché à faire un stage dans un média. Et ce média, c'était Ivoire Soir, qui venait de naître. Et nous étions une dizaine de stagiaires. Wow. Et au final, nous avions été, je crois, 3 retenus. Donc, je peux les citer parce que, bon, il y avait Michel Kofi qui est là aujourd'hui, Seydou Koulibaly et Franck Armand Zagbayou, je crois. On était les 4 qui avions été retenus par la rédaction qui était dirigée par un grand homme que je respecte énormément, qui s'appelle Kébé Yakouba. Et il y avait, qui a placé sa confiance en nous. Et bien évidemment, le directeur de Fratmat à l'époque, c'était le ministre Auguste Mirmont. Quelle belle histoire. Et puis, est-ce que vous avez gardé justement des relations avec les hommes de médias aussi de sport? Absolument. Je pense que le sport m'a tant donné. Le sport m'a donné beaucoup de choses et je ne m'imagine pas loin du sport. Voilà. Donc après Ivoire Soir, je suis allée à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et de là-bas, bon, vous savez, après, la vie est telle qu'elle est. Et je me suis plutôt orientée vers la culture. C'est venu comme ça parce que lorsque nous étions étudiants, il y avait un peu cette, cette nostalgie-là arrivée en France. Moi, je suis à Lille. On n'avait pas la possibilité d'assister à un spectacle. Que ce soit de musique, de théâtre, de tout ce que vous pouvez imaginer, une rencontre littéraire. Et voilà, j'ai rencontré des amis à l'école de journalisme qui avaient cette passion. Et bien, on a monté un festival de littérature. Mais je n'ai pas abandonné le journalisme parce que je ne pense pas que le journaliste, lorsqu'il vous habite, il vous habite pour toujours, je pense. Oui. Et j'écrivais pour le magazine Amina. Ensuite, pour un journal aussi sur place, à Lille. Et chemin faisant, la petite histoire, voilà, je suis devenue la correspondante du journal Super Sport. Parce que Amidou Fomba, qui est le fondateur, a été mon chef à Ivoire Soir. Donc, je dirais que c'était une continuité dans ce parcours-là, dans ce processus-là. Et j'ai pu vraiment... C'est une très belle expérience. Exactement. On a beaucoup parlé de la génération dorée. J'ai eu la chance de les interviewer, de faire des portraits. Et étant à Lille, pour ceux qui suivent le sport, nous sommes dans cette belle émission de sport. Et voilà, quand on dit Lille, on pense peut-être à Kalounou, on pense peut-être à Kader Keïta, tous ces... Odem Wingué, Tony Silva, toutes ces personnes que j'ai eu interviewées à Lille. Et concernant la génération dorée, je me souviens toujours de cette première interview de notre Drogba national. C'était juste avant le départ pour le mondial, en 2006, exactement. Et j'étais le seul, Ivoire Soir était le seul journal à obtenir cette interview de Drogba avant. Et père à son âme, Henri Michel aussi, qui était l'entraîneur de l'époque, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien dit. En tout cas, quel parcours inspirant. Hein. Et nous, on a bien envie de savoir justement qu'est-ce qu'il faut, quelle qualité, surtout, il faut pour réussir un pareil parcours? En tant que journaliste sportif? Oui. Qualité, écoutez, de toutes les façons, je dirais que pour le journalisme, il faut, comme tout métier, il faut de la passion. Il faut être déterminé, il faut de l'engagement, il faut être motivé, lire beaucoup, s'informer, se frotter aux autres, apprendre. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter d'apprendre et c'est très important. Et le respect de la déontologie. C'est peut-être facile de dire comme ça, mais c'est très, très important. Il y a l'éthique également. Je dirais, voilà, un petit peu, pour ne pas être très longue, je dirais, il faut ces qualités-là qui sont vraiment incontournables pour réussir. Être à l'écoute. Et puis, bon, quand je dis apprendre, c'est apprendre toutes les techniques, que ce soit l'interview, le portrait, enfin, tout ce qui va avec, quoi.
Bien sûr, et c'est passionnant de vous avoir ce soir sur le plateau de la grande team Amoureux du sport. Nous sommes donc en compagnie de Mme Maïmouna Koulibaly, première femme ivoirienne journaliste de sport. Et Balo a une question à lui poser, il n'arrête pas de me faire signe. Absolument. Oui, allez-y, j'ai une question. C'est pas une colle, hein, j'espère. Non, pas du tout. C'est une question à poser sur l'image, parce que vous savez que généralement le monde du sport est un monde très masculin et généralement les femmes qui ont exercé en tant que journalistes dans ce monde du sport ont très souvent pointé le fait qu'elles ont été souvent victimes d'une forme de non-légitimité à exercer ce métier, parce on estime que c'est une femme, donc elle n'est pas légitime pour exercer dans le monde du sport. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de regard ou à cette difficulté? Question très pertinente, très intéressante. Je dirais que j'ai eu de la chance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des questions d'égalité entre hommes et femmes. Et je ne sais pas, à cette époque-là, je crois qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et franchement, j'ai eu de la chance. Pourquoi j'ai eu de la chance? J'étais effectivement la seule femme au service de sport à Ivoire Soir. Et j'ai bien aimé le fait que lorsque je suis rentrée pour mon stage entre les 2 années de l'EJ, le rédacteur en chef de l'époque, Kébé Yakouba, m'a dit « Tu n'iras pas au service sport. Non seulement tu ne resteras pas à Ivoire Soir, mieux encore, tu vas à Fraternité Matin, service société. » Voilà, ça c'est pour apprendre, donc être polyvalent en quelque sorte, ne pas être enfermé dans un seul genre. Et votre question est très intéressante dans la mesure où, quand je dis j'ai eu de la chance, j'ai une pensée émue pour un grand sport, enfin pas sportif, un grand journaliste sportif, Kanté Boubacar, qui voilà, j'appelais tonton, qui m'a dit mais c'est bien ce que tu fais. Est-ce que tu sais qu'une journaliste, une dame qui fait du journalisme sportif, qui passe sur TF1 en France? Je ne savais pas. C'était Marianne Mako, paix à son âme. Donc j'ai commencé vraiment, voilà. Franchement, je n'ai aucune remarque, aucun langage violent, rien. J'ai l'impression plutôt que j'ai été chouchoutée, que j'ai été vraiment bien encadrée, comme si ça faisait partie de l'ordre des choses. Je n'ai pas eu, franchement, je n'ai pas enregistré comment dire ça, des mots déplacés qui pouvaient me décourager. Non, pas du tout. Les choses se sont faites de façon vraiment naturelle. Ok. Je reprends votre question. Absolument, c'était parfait. Kada, une question? Écoutez, moi, je tombe sous le charme d'un parcours, tout simplement, parce qu'en 2007 et 2014, j'étais effectivement à Super Sport, et c'est avec beaucoup de plaisir que je recevais les interviews, les reportages, que je lisais avec beaucoup de passion. Aujourd'hui, l'avoir à côté de moi, c'est un honneur, tout simplement. Moi, j'ai envie de vous... De quoi on doit s'armer pour avoir un tel parcours? Pardon? De quoi doit-on s'armer pour avoir un tel parcours comme le vôtre? Je ne sais pas, je ne suis pas exceptionnelle, je pense. Oh que si, vous êtes exceptionnelle. Merci, Mme Bugré. Bon, un tel parcours, j'ai fait un parcours en termes académiques, un parcours classique, hein, enfin, comme tout le monde. Et puis, les lettres, justement, c'est ce qui fait que je suis toujours dans le milieu culturel également. Parce que, par exemple, quand on est arrivé en France, il y avait comment dire ça? On était quelque peu dépassé, blasé du fait qu'ici, on lit la littérature française, les chansons françaises, vous voyez, on avait ces cahiers-là au lycée. Et arrivé là-bas, vous voyez vraiment cette dichotomie, cette différence, ce creuset-là entre les Français et nous, les jeunes qui étaient avec nous à l'UEJ, qui ne savaient rien de l'Afrique. Tout ce qu'ils disaient, c'était Alpha Blondy, Youssou N'Dour, ou alors la fameuse phrase « En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Alors c'est ainsi que le festival a été lancé. On s'est dit, bon tiens, ce n'est pas de leur faute à nous d'apporter quelque chose. Donc j'ai fait ce parcours-là. Je suis allée ensuite donc lycée, université, et puis bon... Après, je ne dirais pas après, j'étais à Ivoire Soir, bien encadré, il n'y a pas de souci. Mais il faut dire que j'avais des aînés qui sont passés à cette fameuse école de Lille. Voilà, donc c'est l'un de ces derniers-là, qui ne s'en souvient même pas. Comme quoi, vous voyez, quand on a un bon cœur et qu'on veut agir, c'est Frédéric Ramel qui m'a poussé à aller à Lille, qui est un ancien de Lille, et j'y suis allée. Et par la suite, bon voilà, ce sont les... Je vous assure que je ne pensais même pas au fait d'être première femme journaliste. En 2016, je suis facilitatrice d'un projet monté par le GEPSI et le ministère de la Communication.
Et puis, ben, c'est Amidou Fomba qui a dit, ben, voilà, qui me présente. J'ai dit, ah bon? Il me dit, bah oui. Qui d'autre avant? Ah. C'est vrai que je pense à cette grande amie aussi, paix à son âme, Awa Eoura. Voilà. Et alors, il y a quelqu'un, Awa dit, ben non, qu'on était à la Cité des Sportifs. Maï, tu venais d'Ivoire Soir avec les journaux et Ivoire Soir Fratmat, on attendait ça, on attendait les journaux pour lire. Voilà, je n'avais pas encore commencé le journalisme, j'avais même pas du tout. C'est elle qui parlait, quoi, qui n'avait pas du tout commencé le journalisme. Effectivement. Je pense que j'ai eu la chance aussi, il faut le dire. Je pense à mes parents qui m'ont donné cette chance de faire des études. Voilà, c'est pas une fin en soi, hein, les diplômes, ça je le dis, voilà. Mais il y a eu cette chance et puis bon, tout l'amour aussi de la famille, des amis et des personnes qui ont cru en moi. Et je peux vous faire une petite confidence, quelquefois d'ailleurs, on me dit, mais tu ne crois pas assez en toi. Il faut même affirmer ce titre-là. C'est pas prendre une pancarte et puis le faire, mais bon, c'est... voilà, on dit trop de modestie. Trop de modestie, mais en tout cas, nous, on reconnaît votre valeur et justement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas exceptionnel, vous êtes exceptionnel. Et vous avez même reçu la reconnaissance de l'État ivoirien qui vous a décoré dans l'ordre du mérite de la communication. Comment vous avez reçu ce prix? Je crois qu'on ne va pas bouder son plaisir. Hein. Ah. Ah oui, une grande reconnaissance. Grande reconnaissance, je vous le dis, je suis très émue parce que je vois les images qui passent là. Voilà. Et je voudrais dire vraiment un merci appuyé au ministère de la Communication et un grand merci aussi au Cénacle des journalistes seniors auxquels j'appartiens. Voilà, j'étais seniorette, mais bon, maintenant, je suis senior. Et qui a impulsé toute une dynamique et toute une série de projets dans ce cadre-là. Et c'est une fierté. C'est une fierté. Être reconnu par son pays. Et j'ai apprécié le discours du ministre qui disait que... parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont eu des reconnaissances ailleurs, mais qui sont du monde de la communication, mais qui n'avaient pas reçu de reconnaissance de la part du ministère de la Communication. Jamais. Je ne vais pas citer de nom, mais des grands communicateurs. Et il a dit que c'était, pour lui, aujourd'hui, il s'agissait de corriger. De corriger des injustices. Voilà. Il a dit dans son discours. Et je ne prendrai pas ça peut-être comme une injustice. Bon, les choses viennent quand elles doivent arriver. Exactement. Mais il est vrai que très souvent, et même cette reconnaissance, pour moi, elle est je dirais, pas plus qu'intéressante, enfin, très, très intéressante parce que beaucoup de gens, à un moment donné, les gens pensaient que c'était au titre du sport. Ils m'ont dit, c'est normal, en tant qu'ancienne sportive internationale, que j'ai dit non, ce n'est pas le ministère des Sports. Les gens pensaient également à la culture. J'ai dit non, ce n'est pas la culture. C'est en tant que journaliste, première femme journaliste sportive de Côte d'Ivoire. Donc merci encore au ministère et merci au Cénacle des journalistes seniors menés de main de maître par le ministre Mirmont et Lucien Ouidanou, le président du conseil exécutif. Et vous êtes actuellement à Abidjan, justement, dans le cadre d'un colloque sur le sport. Déjà, pouvez-vous nous parler un peu plus de cette rencontre? Du colloque? Oui. Écoutez, si je dirais... Avant d'entendre, justement, professeur. Hein, oui. D'accord. Le colloque, oui, effectivement, il a eu lieu du 3 au 5 avril. Il en parlera mieux que moi, puisqu'il fait partie des membres fondateurs. Et ce que je peux dire, ils m'ont associé. Voilà, ça tombe très bien. On voit Gérard Akindes à l'image, qui est l'un des fondateurs aussi, l'un des initiateurs de ce projet-là, qui existe depuis 16 ans, je crois. Ils ont organisé depuis 20 ans. 20 ans même. Ils ont organisé les 10 premières années aux États-Unis. Et depuis lors, c'est fait de façon tournante. Et la Côte d'Ivoire était le deuxième pays francophone à recevoir ce colloque qui a été très dense, très riche en termes de thématiques, en termes évidemment aussi de prestations, si on peut dire les choses ainsi. Et j'ai eu l'honneur d'animer une table ronde sur l'AUC, l'Abidjan University Club. Ouais. Voilà, c'était très très intéressant avec vraiment beaucoup d'anciens auraient pu se retrouver là sur le plateau, mais bon. Il faut c'était pas faire un choix, mais ça dépendait aussi de la disponibilité des gens. C'était pour montrer l'importance du sport.
Et nous avons eu cette chance-là de vivre ces belles périodes de l'AUC et on aimerait tant qu'elles reviennent. Parce que l'AUC, c'est un creuset de talents. C'est vraiment un laboratoire de passion et c'est très important que l'université retrouve cette flamme-là, cette vie, cette chance que nous avons eue de combiner sport-études. Sport et études. Études, voilà. Donc je suis là, j'étais là dans ce cadre-là et j'ai pu animer cette table ronde-là qui c'était pour montrer un exemple de dynamique, de club qui a réussi, qui a formé des talents aussi bien au niveau du sport que de la vie professionnelle. Et justement, le professeur est là, professeur Simon Akindès. Le slogan de ce colloque, c'est repenser le sport en Afrique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, s'il vous plaît? Eh bien, je vous remercie de me recevoir ici. Je vous en prie. Ce colloque, dès le début, avait pour objectif de repenser le sport en Afrique. Parce que généralement, quand on parle de sport, on voit les athlètes, on voit ce qu'ils gagnent, on voit tout ce qui est flamboyant autour du sport et on se consacre très peu aux politiques sportives, on se consacre très peu à la vie du sportif. Et la direction dans laquelle le sport en Afrique a évolué, c'est, disons, 30 dernières, peut-être même plus 50 dernières années, c'est dans une direction très élitiste. Donc, nous avons tendance à comprendre que le sport en Afrique doit trouver sa solution dans l'argent. Dès qu'on parle de sport, les gens nous disent « il n'y a pas d'argent ». Dès qu'on parle de sport, on n'a pas les moyens. Ça, c'est une phrase qui revient souvent. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens, que les autres, ils ont les moyens. Et donc, nous, on doit tout simplement se nous croiser les bras et attendre que les moyens viennent. Mais la réalité, c'est que le problème du sport, c'est un défi intellectuel. C'est-à-dire les administrateurs, les entraîneurs, les écoles, à tous les niveaux de la société où le sport se pratique, il est absolument important que les gens posent les problèmes et trouvent des solutions créatrices qui appartiennent à notre écosystème. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas penser à Messi, on ne peut pas penser à Ronaldo, alors qu'il y a le petit qui pratique dans le village et qui n'arrive pas à manger. En d'autres termes, il faut repenser le sport, il faut le recentrer sur les gens qui le pratiquent, sur leur niveau de vie, et pour créer un écosystème où on peut faire du sport toute sa vie, au moins jusqu'à 40 ans ou 35 ans, vivre décemment et encore bien vivre après. Et de façon concrète, quelles sont les principales résolutions qui ont été prises? Ben, ce que je dirais, c'est qu'en termes de résolution, je sais que généralement on parle de résolution, et que tout ça, ça passe très vite. Les papiers qui ont été présentés ont mis l'accent sur certaines recommandations. Bon. Mais il y a de grandes idées qui sont sorties de ce colloque. La première, tout simplement, c'est qu'il y a des études qui sont faites dans les différentes institutions, à l'INJS, dans les collèges, dans les départements de sport, dans les pays anglophones. Et malheureusement, ces travaux restent dans les tiroirs. Donc, l'une des résolutions fortes de la conférence est de pouvoir faire circuler ces travaux et de les mettre à portée des journalistes, de les mettre à portée de tous ceux qui s'intéressent au sport. Parce qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de réflexions qui se font. Une deuxième chose, c'est ce que Maïa a rapporté tout à l'heure, nous avons viré trop vite vers un certain professionnalisme. Et chez nous, c'est difficile de maintenir un sport professionnel. Il faut être honnête. À part certains clubs, c'est difficile de maintenir un sport professionnel. C'est difficile pour les gens d'alimenter ce sport. Donc, il est absolument important de repenser dans le sens des sports-études. C'est-à-dire, les sportifs vont à l'école, les sportifs apprennent quelque chose, ils finissent leur vie de carrière, leur carrière de sportif qui dure peut-être jusqu'à 35 ans, je ne sais pas, si c'est quand on est Barési ou je ne sais pas quoi. 38 ans, oui. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est important de penser à cette idée de formation-études. Maintenant, la question, c'est qu'à l'époque, c'était une élite. En ce qui concerne Maïmouna, c'était une élite.
Maintenant, comment porter cela au niveau de la plus grande masse de sportifs? Démocratiser. Démocratiser, pour utiliser un terme très populaire. Donc, du coup, quelles sont les opportunités offertes justement au sport ivoirien, notamment au sport féminin? Bien, moi, je dirais tout simplement que on n'en a pas beaucoup parlé à la conférence, mais on a eu l'exemple de Maïmouna. Oui. On a eu l'exemple de certaines sportives qui ont travaillé et qui ont exercé, je dirais, en son temps. Et ça, c'est déjà important, la visibilité des sportifs. Ensuite, l'une des choses qu'il faut vraiment souligner, c'est la législation. Généralement, on parle du sport aux États-Unis, les femmes footballeurs, les femmes ceci, basketteuses, et ainsi de suite. Mais il y a une législation assez forte qui est le Title VI. Cela signifie que tous les établissements scolaires, tous les établissements universitaires, lorsqu'ils ont une équipe de football masculin, on les oblige à avoir une équipe de football féminin. Et je pense que dans ce domaine, on réussira à... Enfin, si on a des politiques de ce genre, Oui. on y arrivera un peu. Ensuite, évidemment, il y a l'éducation dans les familles, il y a le conservatisme des gens, il y a les tabous sur les femmes, il y a les risques que les femmes encourent, tels qu'il a mentionné tout à l'heure. Il y a tout cela. Tout ça, c'est des combats et à mener tous les jours. Et puis, à la conférence, on a cessé de répéter éducation, formation, éducation, formation en matière de dopage, en matière comment on appelle, De la pratique du sport. de la pratique aussi, du sport. dans le milieu scolaire. Voilà. Donc, D'accord. je ne sais pas qui nous a écoutés, et je ne sais pas qui va continuer à nous écouter, mais ce qui est certain, c'est que nous allons porter cette conférence encore dans d'autres pays. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir tout simplement créer ce forum et permettre aux Africains de réfléchir eux-mêmes sur le sport. Merci beaucoup, professeur Simon Akendes, enseignant d'université. Et puis un mot de fin, Madame Maïmouna Coulibaly. Ben écoutez, je ne vais pas déroger à la règle, ce n'est pas pour faire du suivisme, mais franchement, c'est dire merci. Merci de m'avoir reçu sur le plateau. Très contente de voir une dame, une grande dame, voilà, animer cette émission. Merci à vous et je dirais tout simplement que merci aux hommes aussi, bien sûr, parce que nous sommes complémentaires. Exactement, oui. Ouais, ils sont tous souriants, là. Oui. Alors, le mot de fin, qu'est-ce que je peux dire? C'est, je dirais, faites du sport, parce que le sport, c'est très important. Que ce soit le sport du dimanche, on ne demande pas d'aller faire des grandes foulées, on ne demande pas d'aller forcément travailler dans des salles, sur des machines. Et mon souhait, c'est aussi voir beaucoup de jeunes filles émerger dans le milieu du journalisme sportif. On n'a pas besoin d'être pratiquante forcément. C'est vrai, j'étais pratiquante, mais ce serait, voilà, j'aimerais beaucoup voir des jeunes filles émerger dans ce domaine-là, puisqu'on parle aussi, on parle beaucoup de l'économie, de la politique, de différents domaines, et le sport aussi. Tiens, je suis très contente. On voit là, à l'écran, une personne comme Namama Nadej, qui a participé aux travaux. Et il en faut beaucoup. Il faut beaucoup d'âmes. Voilà, je suis à mon niveau, je ne sais pas ce que je peux apporter, mais en tout cas... Vous apportez déjà beaucoup. Voilà, je suis prête et c'est vrai que modestement, ce n'est pas au niveau du sport à Lille où, voilà, avec les jeunes, dans la vie associative où je m'implique. Et ça fait plaisir de voir ces jeunes-là vous faire confiance, venir prendre des conseils et les encadrer. Et récemment, il y a une association qui a donné mon nom à une coupe, un trophée. Oui, on a vu les images tout ah oui, à l'heure. d'accord. À l'écran, on a vu. Voilà, Merci. donc quand on voit la jeunesse vraiment se battre comme ça, c'est très important les questions de citoyenneté. Voilà, moi, ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup. Parce que les jeunes, les femmes doivent prendre leur place aussi dans la cité. C'est vrai que le politique, il doit faire son travail, mais il faut se poser la question, qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que je fais? En tout cas, toutes les femmes qui voudraient embrasser cette carrière, je suis tout de suite.
Merci beaucoup, Madame Maïmouna Koulibaly, première femme ivoirienne journaliste de sport en Côte d'Ivoire qu'on a le plaisir de recevoir sur ce plateau. Elle a accompagné nos professeurs Simon Akendes, enseignant d'université. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir. Tout juste un petit mot rapide. Rapidement, J'ai oui. dit Title 6, je voulais parler de Title 9. Ah, ok, c'est bien noté. Merci C'est beaucoup important. pour la rectification. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, je vous en prie. Merci. Allez, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous avons été rejoints par José Diati. Bonsoir, José. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. D'accord. Nous avons les résultats du match, le match Arsenal-Real Madrid qui a pris fin avec la victoire de Arsenal 3-0. Oui, Arsenal, c'est comme on appelle, ça filme comme l'une des bêtes noires du Real. Déjà, au temps de Thierry, ils avaient éliminé le Real. Là, c'est le match aller. Le Real a quoi 6 jours avant de se refaire. 3-0, ce n'est pas quelque chose de surmontable pour ce club. C'est le club de la nuit étoilée. Voilà, ils vont voir ce qu'ils ont à faire, c'est tout. En fait, C'est le dirigeant du Real qui parle ou c'est... non, parce que Jean-Philippe ne se plaît pas tellement aux attaques des autres qui Non, ça ne me dit absolument rien. Vous parlez Oui, d'un club qui a 15 exactement. Ligues des champions. Oh là des là. champions Et voilà, c'est reparti. qui n'a aucun adversaire qui va, dans un avenir immédiat, venir contester sa suprématie sur une compétition. Voilà. Bon, je vois les Catalans qui sont sur le plateau qui se réjouissent, alors que, bon, après le Real, c'est le Milan qui a 7 trophées. Donc, ils sont encore loin. On n'a encore rien dit. Bon, de toute façon, c'est un autre débat. Nous passons à l'actu. C'est maintenant, on y va. Allez. Une question LGT pour vous, amoureux du sport. Coupe de la Confédération CAF, hold-up Mimo à Berkane, des raisons d'y croire. Et le téléphone est ouvert le 27 21 59 93 99, ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Battu à l'aller par la Renaissance sportive de Berkane, l'ASEC Mimosa est en quête d'exploit en terre marocaine. En quart de finale, retour de la Coupe de la Confédération, y a-t-il des raisons d'y croire? Les premiers éléments d'appréciation sont cet élément préparé par la rédaction. On regarde. L'ASEC Mimosa est en terre marocaine. Les jaunes et noirs partent à la conquête d'une qualification en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Après leur défaite à l'aller à Abidjan, ils ambitionnent de renverser la Renaissance sportive de Berkane sur son terrain ce mercredi 9 avril 2025. L'entraîneur Julien Chevalier et ses poulains ont un incroyable défi à relever dans le royaume chérifien. Surpris au stade Félix Houphouët-Boigny suite à un but d'Imad Riahi, ils se doivent de rendre la monnaie de sa pièce aux champions marocains. Pour cela, il va falloir retrouver un mental de guerrier, faire preuve d'une solidité défensive et d'une bonne maîtrise dans l'exploitation des opportunités offensives. À l'aller, Salifou Diarrassouba, le buteur Célestin Ekua et leurs coéquipiers avaient écœuré leurs supporters par une incroyable inefficacité devant les buts marocains, n'arrivant pas à cadrer un seul tir. Il importe donc de régler la mire au stade municipal de Berkane ce mercredi. La saison dernière, en quart de finale de la Ligue des Champions, alors qu'on pensait qu'elle allait être broyée en Tunisie, l'ASEC Mimosa avait failli réussir l'exploit devant l'Espérance de Tunis en ne cédant qu'au tir au but. Peut-être faudrait-il trouver dans cette récente expérience des motifs d'espoir pour les jaunes et noirs. La question LGT, Coupe de la Confédération hold-up des Mimo à Berkane, des raisons d'y croire. Messieurs, à vos panonceaux, à nouveau, j'ai bien envie d'être sûr de la réponse de tout un chacun, surtout de Jean-Philippe. C'est donc un non pour Kader, c'est bien un oui pour Jean-Philippe. C'est un oui pour tout le monde, donc à l'exception de Kader. Kader, on vous écoute, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai dit non, j'aurais même pu choisir jamais. Malheureusement, c'est oui et non. Parce que j'estime que la SEC s'est sabordée sur le match aller. La SEC n'était pas favori sur ce match. Elle a eu les occasions, elle ne les a pas concrétisées, elle a payé cher, comme ça se fait lors des grandes rencontres. Et puis les grandes équipes finissent toujours par punir quand elles ont la moindre occasion. Je crois que Berkane a réussi le coup parfait à l'extérieur. Et puis quand vous regardez les matchs de la SEC en déplacement, cette saison, elle n'a gagné aucun match. Elle a fait un match nul face à Opara United en phase de poule. Elle a été battue par Djaraf, elle a été battue par l'USM Alger 3-0. C'est une équipe qui, à l'extérieur, ne donne
aucun gage d'assurance, tout simplement. Elle n'est pas capable d'aller gagner à l'extérieur. En tout cas, cet effectif de la SEC-là n'est pas capable d'aller renverser un adversaire comme Berkane, qui est solide, qui joue de malice, d'expérience, et il y a surtout de redoutables buteurs qui sont devant, qui font faire la différence. Et la SEC va se retrouver dans une fournaise du stade municipal de Berkane, devant 18 000 personnes. Ce sera une pression tout azimut des joueurs marocains. Donc, pour moi, la SEC, comme je l'ai dit, c'est s'aborder au match aller. Elle n'a pas la possibilité de rivaliser tout simplement avec cette équipe-là, même si sur le match aller, elle a semblé avoir le match en main, mais comme j'ai dit, sur ces genres de compétition-là, ce n'est pas la façon de jouer qui compte, c'est le résultat. Et Berkane a montré à la SEC ce qu'il faut faire lors de ce genre de match-là. Je ne vois pas cette équipe de la SEC, là, en tout cas, aller battre Berkane, puisque contre des adversaires qui sont d'un certain calibre, elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à avoir le résultat. Et je regarde encore les matchs de la SEC. Je l'ai dit même en tout préliminaire face à l'Ascara du Togo. Elle a perdu à Lomé 2-1 avant de renverser la vapeur ici. Mais ce sont des matchs à domicile que la SEC réussit à gagner. Malheureusement, pour elle, elle n'a pas réussi à gagner le match aller. Je ne vois pas cette équipe-là réaliser le hold-up. C'est peut-être ce qu'on pourrait souhaiter en tant qu'Ivoirien, mais je ne vois pas réellement cette équipe-là pouvoir renverser cette équipe de Berkane. D'accord, ok. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Salomon Conan qui nous dit « Les Mimos peuvent y croire parce qu'un match, c'est 90 minutes. Mais ça ne sera pas facile pour les Mimos parce que l'adversaire joue à domicile et puis ils ont le soutien de leur public dont ils auront l'envie, la motivation de battre l'équipe de l'ASEC. Si les Mimos veulent passer au tour prochain, il va falloir qu'ils se remettent au travail et qu'ils prennent acte du match aller. Les Mimosas doivent concrétiser les dernières actions offensives, donc leur qualification est dans leurs mains. Merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup, Salomon Conan. D'accord. José Diati, on vous écoute. Oui, moi j'ai dit oui, je ne veux pas me dédier. Je crois que la semaine dernière, vous étiez sur le plateau. Et j'ai dit qu'il y avait quand même une petite chance pour que la SEC puisse passer ces quarts de finale. Sur le papier, c'est quand même difficile de le dire. Voilà, parce que sur le papier, la SEC est face à un ogre vraiment qui est très redoutable. Mais comme on le dit, on est dans un match de football. On est dans un match de football et un match de football, c'est 90 minutes. C'est vrai que la SEC, lors de ses dernières sorties, sort mal d'Abidjan, c'est-à-dire qu'elle perd les matchs. Ouais. Mais vous savez, c'est les matchs de poule et puis les matchs coupérés, c'est quand même différent. Les matchs de poule, il y a une gestion à faire, c'est-à-dire on se projette sur les autres matchs qui arrivent. Mais ici, je pense que la SEC n'a pas le choix. Le seul choix que la SEC a, c'est d'aller chercher la qualification, qui sera certes extrêmement difficile face à cette équipe-là. Mais sur l'aspect sportif, je pense que la SEC doit tout donner sur le plan statique, doit tout donner et ne même pas chercher à savoir quel est le score qu'ils vont prendre là-bas. C'est de se jeter dans la bataille, quel que soit le score qu'ils vont prendre, mais c'est d'aller chercher la victoire. Et je pense que la SEC, si l'aspect psychologique est mis en place, si tout est réuni, je pense que la SEC peut faire un grand coup. Sur ce match coupéré, je pense que la SEC aussi a les possibilités de bousculer cette équipe sur ses installations, qui est très difficile à manipuler. La SEC doit se dire, nous avons joué un premier match à Abidjan, nous avons perdu le match. Ce match-là ne compte plus. Nous avons un seul match qualificatif qui va durer 90 minutes. Il faut le gagner pour passer le second tour. Je pense que si cet argumentaire-là est mis en place, la SEC a les possibilités d'aller, comme la question le dit, d'aller créer l'exploit et puis bon, faire le hold-up. Mais ça sera difficile, mais pas impossible. D'accord, ce sera difficile, mais pas impossible, d'après José Diati. Nous avons un appelant, M. Kwame Joachim, il nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Kwame. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Comment vous allez? Je vais bien. Et chez vous? Je vais très bien. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir. Et puis, je vous repose la question LGT, Coupe de la Confédération CAF. Hold-up, Mimo à Berkane. Des raisons d'y croire, monsieur Kwame? Oui, hold-up possible. Si seulement ici... Oui, monsieur Kwame, on vous écoute. Oui, si seulement ici, la SEC se donne à fond. OK. Je me souviens des années 90, 95, 2000, où on voyait les Aboulaye Traoré pouvaient faire ce hold-up. Mais si ces enfants s'inspirent de ces expériences passées, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Il suffit d'y croire, c'est tout. Sinon, c'est possible.
D'accord, ok. C'est bien noté, M. Kwame, merci beaucoup. Au revoir. M. Kwame Joachim qui nous appelait donc de Yamoussoukro. Balou, on vous écoute. Moi, je dirais oui, parce que pour moi, il y a une belle nuance dans la question. On ne nous demande pas si la SEC est favori de la rencontre retour. On nous demande s'il y a des raisons d'y croire. Est-ce qu'il y a de quoi nourrir de l'espoir? Oui, sur le match aller qu'on a pu observer, que j'ai pu observer, oui, il y a des raisons d'y croire dans la mesure où la SEC a fait une meilleure première période que l'équipe du Berkane. En termes de possession, en termes d'impact offensif, la SEC était supérieure à cette équipe du Berkane. La SEC s'est procuré 3 occasions nettes de but, dont la plus nette a été celle de Salif Ouderasouba, où face au filet, il se manque. Et deuxièmement, il faut savoir que déjà, la SEC Mimosa perd sur une erreur défensive, en tout cas assez anodine sur l'action. Ce qui veut dire que sur la seconde période, certes, Berkane a repris de la possession, mais la SEC n'était pas nulle, si vous me permettez l'expression, sur la seconde période. Donc on voit bien que les indicateurs qui ont été présentés au niveau du match aller ne nous disent pas forcément que la SEC va se qualifier, mais nous disent que la SEC peut avoir un sursaut de révolte sur le match retour, dans la mesure où on n'a pas eu d'indicateurs qui nous amenait à conclure que la SEC était totalement inférieure à cette équipe du Berkane. Là, c'est faux. La SEC a montré quand même qu'elle pouvait avoir du répondant sur certaines séquences de jeu, ce qui nous amène à nourrir de l'espoir sur le match retour, avec de la motivation supplémentaire, avec le fait qu'en 2023, la SEC Mimosa est allée jouer à l'USM Alger, s'est certes inclinée, mais avait montré un visage de combativité et d'engagement sans pareil. Ce qui veut dire que cette équipe peut rééditer l'exploit au niveau du match retour. Et en plus de cela, pour moi, il y a quand même des joueurs assez aguerris, des Salif Ouderasouba, des Zouzou Carlos, qui ont quand même de plus en plus de bouteilles dans la gestion de ces matchs de Coupe africaine. Donc moi, pour ces raisons-là, j'estime que oui, il y a des raisons d'y croire. D'accord. Les arguments maintenant de Jean-Philippe. Le seul argument qui m'emmène à me dédire, puisque José Diaté a dit qu'il ne voulait pas se dédier. Moi, je me dédie, puisque j'avais dit avant le match aller que je ne voulais pas la SEC battre cette équipe de Berkane, et ça s'est produit. Mais sur le match retour, je me dédie parce qu'il y a un seul élément pour moi qui est prépondérant dans toute notre analyse, c'est l'incertitude des rencontres de football. C'est aussi simple que ça. Ouais. Beaucoup de facteurs peuvent tout simplement influencer cette rencontre au niveau de son déroulement et puis faire de la SEC une équipe victorieuse sur le match retour. Maintenant, si on évolue dans un avenir certain, je me mets dans la même posture que Kader, parce qu'au niveau de la saison réalisée par les deux équipes, objectivement parlant, je pense que la SEC n'a quasi aucune chance de se qualifier sur cette rencontre qui aura lieu demain. Quand on regarde déjà le parcours de la SEC cette saison en compétition africaine, c'est une lourde défaite en Algérie, en Afrique du Nord, 2 matchs nuls, un au Botswana, un au Sénégal. La SEC ne s'est imposée nulle part cette saison sur la scène continentale à l'extérieur. Au Sénégal, mais moi j'ai dit nul. Elle a perdu 1-0. Je pensais que vous avez égalisé. Voilà. Donc vous voyez, quand il y a ces genres de statistiques, vous ne pouvez pas vous dire que cette équipe de la SEC là a les capacités d'aller au Maroc, croiser une équipe championne du Maroc, invaincue avant terme, et puis tout simplement renverser la vapeur. Parce que je regarde cette rencontre, quand j'ai parlé d'incertitude, il y a eu aussi l'attitude générale de cette équipe de Berkane. Je les ai trouvés un tout petit peu trop désinvoltes, une équipe qui était un peu relâchée. À preuve, en première période, la SEC aurait mis 3 buts que personne n'aurait crié au scandale. Était-ce une volonté de l'entraîneur pour masquer le jeu de cette équipe de Berkane, ou était-ce simplement le fait que les garçons étaient libérés d'avoir remporté le premier titre de champion du Maroc, et pour eux, une compétition qu'ils ont remportée à mettre prix, ça ne les intéressait véritablement pas? Ça, c'est aussi le point d'interrogation, parce que ça peut arriver qu'une équipe puisse avoir une déconcentration générale pour tous les efforts qu'ils ont fournis en championnat. Et donc, ce sont des éléments pour moi qui peuvent permettre à la SEC de renverser la vapeur. Mais cette équipe de Berkane élève son niveau de jeu, je pense que la SEC ne pourra pas tout simplement faire long feu. Donc pour moi, j'ai mis oui, juste à cause de l'incertitude des rencontres de football, parce qu'objectivement, ça va être difficile pour la SEC de pouvoir battre cette formation de Berkane.
Ah, Jean-Philippe, vous êtes Donc, un cas. il faut nous trouver un autre Palançon qui va nuancer. Mais en fait, dans ses arguments, il part dans le non. C'est Très ce que bien. je vous ai dit. Nous avons un appelant, M. Mohamed Sanogo. Il nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Sanogo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous en prie. On vous écoute, M. Sanogo. Coupe de la Confédération CAF, Hold Up, Mimo à Berkane. Des raisons d'y croire? Mais madame, au-delà de l'envie, au-delà de l'envie, il faut avoir un sentiment d'orgueil. Tout à l'heure, il y a pas l'autre qui parlait de révolte. Oui, révolte et orgueil, ça fait deux. Maintenant, est-ce qu'il a fait assez jouer de devoir? Est-ce que l'entraîneur aura le discours qu'il faut? Quand vous regardez l'effectif de l'AC Mimosa, mais c'est bataillé pour cette coupe de la Confédération. Mais attendez, jouer en terreur marocaine, ça c'est un ordre. Quel cas de visite dans cette compétition, 2 fois vainqueur. Mais les statistiques sont là. Donc quel discours l'entraîneur pourra-t-il donner à ces joueurs? Et pour quels joueurs? Quand vous regardez l'effectif, la SEC a tout perdu, il reste que 2 ou 3 joueurs. Quand vous regardez les 11 entrants, il n'y a que 2 anciens joueurs, Zouzoua, le portier-pied et un autre. Le reste, c'est les nouveaux. Mais à quel moment ils vont connaître véritablement les rouages de cette compétition? Donc quel discours ou quelle équipe? Non, il faut être objectif. J'ai peur que c'est un naufrage. Je dis bien un naufrage. Parce que face à l'ordre marocain, à la maison, oui la révolte, oui l'envie, mais c'est la suicide d'orgueil. La grosse question. Je dis non, je ne crois pas. Parce que véritablement, objectivement, les carrés sont déjà plus. Encore une fois, madame. Oui, M. Sanogo. Quel discours? D'accord. M. Sanogo, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. M. Mohamed Sanogo qui nous appelait d'Abobo. Pour lui, les carottes sont cuites. Voilà. Et puis, justement, on parle du coach, Julien Chevalier. Kader, Julien Chevalier, qu'est-ce qu'il doit régler pour une grande efficacité? Écoutez, je crois que si le match allait, la SEC a fait, comme Malo l'a dit, une première mi-temps de haut vol, tout simplement. Elle a réussi à se procurer 3 occasions nettes de but qu'elle n'a pas réussi à convertir. Est-ce qu'il doit apprendre à ses joueurs à marquer des buts? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que... et puis, si une action, j'ai dit l'action la plus nette, c'est Salifou Diarra-Souba, qui était un joueur expérimenté. Et cette action-là me rappelle très pour très celle qu'il a manquée face à l'Algérie lors du CHAN. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait eu un face-à-face face au gardien algérien qu'il avait manqué. Donc, il y a beaucoup de déceptions au niveau de la division offensive de la SEC, mais ce n'est pas nouveau. On l'avait pointé du doigt, on va dire la faiblesse de cette division offensive. La SEC allait chercher des joueurs, Ukua, qu'on a brandi comme celui qui allait faire des miracles. Malheureusement, quand vous regardez, on l'a pris pour marquer des buts en Coupe de la Confédération. Malheureusement, les résultats, quand on regarde le bilan, c'est loin d'être satisfaisant. Et la SEC, comme vous l'avez dit, on ne peut pas apprendre aux attaquants à marquer des buts. Je crois qu'il faut travailler peut-être sur la finition durant les quelques séances de préparation pour pouvoir corriger ce fait-là. Comme j'ai dit, ce n'est pas Julien Chevalier qui va quitter le banc de touche pour venir marquer les buts. Il faut que les attaquants fassent le travail tout simplement. Très bien. Des membres du comité national des supporters de l'ASEC Mimosa expriment leurs sentiments avant ce match retour. On les écoute, s'il vous plaît. Il faut quoi un top, parce que nous sommes au football. Et au football, tout est possible. Voilà, quand on regarde la fiche de but du match aller, la SEC n'a pas été ridicule. En première mi-temps, on avait le match à main. C'était la maladresse de nos attaquants. On allait marquer 2 à 3 buts. Et en seconde période, on n'a pas su gérer même la seconde période. Voilà, l'encadrement technique, je crois qu'il a failli. Parce que l'attaque avait tellement donné en première mi-temps que dès la 60e minute, elle était épuisée. Donc, il fallait apporter du 109. Malheureusement, l'entraîneur a attendu jusqu'à 10 minutes de la fin, après avoir encaissé le but, qu'il a voulu faire un changement. Mais c'était Diatta et Boudavé qui prend un carton rouge. On termine le match à 10 contre 11. Donc, c'était très, très difficile. Je crois qu'ils ont tiré les leçons de ce match. Donc, on espère que demain, mercredi, voilà, on pourra au moins remonter les 1 but et puis se qualifier. En tout cas, moi, au football, je crois toujours jusqu'à la dernière seconde. Donc, le hold-up, c'est possible. Nous n'excluons pas un hold-up possible au Maroc contre la Renaissance sportive de Berkane. Parce que, mine de rien, la SEC s'est voyagée. Même si ces derniers temps, on a connu quelques bémols. Nous croyons encore à la qualification et nous pensons que l'équipe
combattante que nous avons en a conscience et que au soir de demain, c'est-à-dire au thème de cette rencontre qui sera âprement disputée, nous n'en doutons pas, le club se qualifiera les demi-finales parce que si la Renaissance sportive de Berkane est venue nous battre en Abidjan 1-0, il n'est pas exclu que la SEC en face autant et mieux que la Renaissance sportive de Berkane en termes marocains. C'est pourquoi nous adressons nos encouragements à l'équipe, à nos guerriers, afin que ces joueurs, ces jeunes talentueux haussent encore plus haut le drapeau jaune et noir, mais au-dessus du drapeau jaune et noir, le drapeau orange blanc vert de la Côte d'Ivoire, parce que la SEC aujourd'hui, c'est une affaire nationale et non pas seulement une simple affaire des simples actionnaires. Voilà, et puis je vous propose de revoir le parcours, justement le parcours de l'ASEC Mimosa en Coupe africaine sous la conduite de Julien Chevalier. Oui, donc lors de la saison 2019-2020, l'ASEC n'a pas participé. Lors de la saison 2020-2021, idem, pas de participation. Et bien en 2021, lors de la saison 2021-2022, éliminé au deuxième tour par le CR Belouizdad 3-1 au match aller, 2-0 au match retour. Lors de la Coupe de la Confédération, éliminé en phase de poule après une défaite au Maroc face à la Renaissance sportive de Berkane. Et lors de la saison 2022-2023, en Ligue des Champions, éliminé au deuxième tour par le Oroya 1-0 et un but partout. Et ensuite, durant la Coupe de la Confédération, éliminé en demi-finale par l'USM Alger 0-0 au match aller, 2-0 en Algérie. Lors de la saison 2023-2024, Ligue des Champions éliminé en quart de finale par l'Espérance de Tunis, 0-0 au match aller, au match retour, et ça s'est situé donc au tir au but. Ça s'est joué au tir au but, 4-3 pour l'Espérance de Tunis. Et lors de la saison 2024-2025, quart de finale face à la Renaissance sportive de Berkane, on en est à 0-0 au match aller. Et devant les équipes du Nord, hein, est-ce qu'on peut dire que Julien Chevalier est face à un mur, José Diati? Un plafond de verre. Plafond de verre, on espère qu'il va le briser, hein, ce plafond de verre-là. Bon, historiquement, la SEC a du mal face aux équipes du Nord, hein, contrairement à mon club favori, l'Africa Sport, qui dans l'histoire a prouvé quand même qu'elle sait voyager. Mais je pense qu'aujourd'hui, le discours de Julien Chevalier doit changer au niveau spécifiquement pour ce match. Parce que c'est un entraîneur qui ne prend pas beaucoup de risques. Il ne prend pas beaucoup de risques. Et si vous voyez bien, la SEC avait commencé, même en championnat ici, la SEC avait commencé à dégonfler un peu. Il a suffi que, selon les informations, le maître Roger Oyen même mette la pression sur l'entraîneur pour que ces 5 derniers résultats de la SEC arrivent bien en championnat, pour que la SEC remonte la pente. Donc, ici, aujourd'hui, tout le monde sait qu'au niveau de l'effectif, Berkane est au-dessus de la SEC. Tout le monde sait qu'au niveau des statistiques, Berkane est au-dessus de la SEC. Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. Ça, c'est au coach d'envoyer, de transmettre cette énergie-là à ses joueurs. Il faut changer de discours et puis il faut aller dire aux joueurs que voilà le match de votre vie, passez ce cap-là, donnez tout ce que vous avez. Vous êtes certes en dessous de ces joueurs-là, mais donnez tout ce que vous avez envie de donner pour aller chercher la qualification. Coupe de la Confédération CAF, Hold Up Mimo à Berkane, des raisons d'y croire. Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Oui, bien sûr, on peut y croire parce que à la base, on dit que le découragement n'est pas ivoirien. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que c'est le seul club qui reste de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'ils vont se donner à fond pour qu'on puisse gagner ce match. On a eu une belle équipe avec un bon début qui était encourageant. Mais le retour, j'y crois. J'y crois parce qu'ils sont les meilleurs en Côte d'Ivoire. Ils ont la meilleure formation et ils ont une bonne attaque. Les ailiers sont rebondissants. Le milieu aussi est tournant. Donc on peut y croire toujours pour un match retour avec une victoire de 1-0 et maintenant on ferme la fenêtre. Écoutez, c'est un match aller-retour. Il faut dire que même si on a perdu la phase aller chez nous, la phase de retour en territoire étranger, on y croit. Effectivement, là, ça doit y croire parce que, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, le découragement n'est pas ivoirien. Donc,
Je crois fermement que la SEC Mimosa peut battre l'équipe marocaine sans problème. 2-0, mon pronostic. Et d'ailleurs, votre pronostic, José Diati, vraiment, le match de demain. Vous savez que je suis pas... Je sais, mais Franchement, lancez-vous. si la SEC donne tout, je pense que la SEC peut aller au tir au but et l'emporter. Au tir au but, d'accord. Oui, Allô? moi c'est pareil. 1-0 au terme du temps réglementaire et peut-être au tir au but. Jean-Philippe? Oui, l'hold-up est possible, mais il n'aura pas lieu. Puisque la question était de savoir si c'était possible. Donc je dis oui, mais est-ce que ça va se réaliser? Je dis non. Maintenant, pronostic. Berkane va battre la SEC, je dirais 2-0. Kader? Je passe sur le même score que Jean-Philippe, 2-0. 2-0 pour Berkane. Un but en chaque période. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, bonne chance à la SEC pour demain. Nous avons un deuxième sujet pour l'actu, c'est la CAN U17 Maroc 2025. Oui, les éléphantos ont réussi leur première mission, celle de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie, en espérant les voir aller au bout de cette compétition. Intéressons-nous au bilan déjà de nos pachydermes après la phase de groupe. Donc, messieurs, je vous invite déjà à voir les statistiques après la phase de groupe, les statistiques. Donc, au cours de 3 matchs, il y a eu 2 victoires. Après avoir disputé 3 matchs, 2 victoires, 1 nul. 10 buts marqués pour 3 buts encaissés, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge. Et avec Aïdara, qui a eu le titre d'homme du match à 2 reprises, Aïdara Lino, et lors du match Côte d'Ivoire, Centrafrique et Mali-Côte d'Ivoire. C'est durant ces 2 matchs qu'il a eu ce titre d'homme du match. Alors, impression après ces statistiques. Kader, oui. Mais écoutez, les éléphantaux ont fait le boulot, hein, comme vous l'avez dit en introduction. Il fallait décocher la qualification pour la Coupe du Monde, c'est fait, avec des matchs références, notamment celui de la Centrafrique, et puis le deuxième face au Mali, qui était considéré comme le gros client de ce groupe-là, parce qu'il ne faut pas oublier que le Mali en termes de formation, dans cette catégorie-là, fait partie des meilleurs en Afrique. Et donc, c'était une finale face au Mali, et les éléphantaux n'ont pas tremblé. Ils sont venus avec les meilleurs arguments possibles. Ils ont fait feu de tout bois, j'ai envie de dire, 10 buts marqués à l'issue de ces 3 matchs-là pour 3 buts encaissés. Non, c'est un très bon bilan qui envoie un signal fort à tous les prétendants de cette compétition-là, de ce trophée-là. Donc, voilà, je crois que la Côte d'Ivoire est dans les bons wagons. Et maintenant, il faut garder la sérénité et la confiance pour la suite de la compétition. Et en quart de finale, les éléphantaux vont affronter les lionceaux du Sénégal. Déjà, impression par rapport à ce match. C'est un gros choc. C'est l'équipe tenante du titre qui, durant son parcours, lors de ces 3 matchs, face à la Somalie, a battu la Somalie 2-0, a battu donc la Gambie 1-0 et a fait nul 0-0 face à la Tunisie. Ce qu'il faut remarquer dans ces 3 résultats, c'est qu'il y a un clean sheet. Ça veut dire que contrairement à la Côte d'Ivoire, le Sénégal n'a pas du tout encaissé de but. Ce qui prouve que c'est une équipe, au-delà de son palmarès de vainqueur de la compétition la saison dernière, a des qualités à faire valoir. Et du côté de la Côte d'Ivoire, on aura donc aussi quand même quelque chose d'intéressant, des individualités, des petits quand même intrinsèquement doués. On a le jeune Diarra-Souba, on a Aïdara, on a même des joueurs capables de sortir du banc comme Boulaye Cissé, nous a sorti un but vraiment esquis, incroyable, venu de Vénus, ouais, on peut le dire. Hein, parce que si on dit nulle part, c'est dire que venu de quelque chose d'extraterrestre. En tout cas, c'est une équipe qui montre en tout cas de belles choses offensives, mais moi j'ai quand même quelques craintes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un relâchement. C'est une équipe qui, lorsqu'elle a le jeu en main, lorsqu'elle tient le match, elle a une grosse marge de manœuvre. On a pu l'observer récemment sur ce dernier match. Il y a un relâchement naturel qui est quand même pas rassurant. Relâchement naturel et déconcentration. C'était le cas sur le premier but malien et sur le tir au but manqué par les Maliens. Et il y a eu un manque de réactivité de la défense. Donc là, ce sont des choses à revoir dans l'optique du match face au Sénégal, mais en tout cas pour le palmarès, un match qui s'annonce quand même assez intéressant. 2 équipes déjà vainqueurs de cette Coupe d'Afrique et des équipes qui ont participé à la Coupe du Monde, 8e de finale pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui a été 3e en 1987. Et est-ce que les éléphantaux ont toutes les chances d'aller au bout de cette compétition, Jean-Philippe? Bien sûr. Bien sûr, c'est la meilleure attaque. Pour remporter ce genre de compétition, il faut avoir une attaque explosive et une défense assez solide. Les éléphantaux ont encaissé 3 buts dans cette compétition. 1 but face à la Centrafrique, 2 buts face au Mali.
3 buts qui sont des erreurs de concentration qui peuvent être corrigées. Et l'entraîneur l'a dit. Et, par contre, sur le plan offensif, je ne vois vraiment pas, pour l'instant, pour avoir vu toutes les rencontres, laquelle des formations a, je dirais, un potentiel athlétique aussi puissant que notre division offensive, parce que ça joue, ça va coter énormément. Quand vous voyez un garçon comme Alino Haïdara avec son gabarit, sa belle taille, sa forme, dans les duels, comme il arrive quand même à supporter, je dirais, la pression physique des défenseurs adverses. Je sais que le Sénégal est une équipe très physique. Le Burkina Faso est une équipe très physique. Par contre, les autres ne le sont pas. Son premier véritable test, ce sera face au Sénégal. Je pense qu'il aura des opportunités d'inscrire des buts. Et on a une parfaite maîtrise également des sorties de balles, avec un gardien magnifique dans les relances. L'équipe, en tout cas, elle est complète. Il ne faudrait simplement pas que les garçons tombent dans un excès de confiance, qu'ils restent dans une concentration fixée sur leur objectif. Ils ont la possibilité d'aller succéder à la bande à Franck Kessié, qui avait remporté ce même trophée en 2013 du côté du Maroc. Il faut qu'ils restent sur cette même dynamique et puis je pense qu'ils pourront arriver jusqu'au bout. Que les éléphantaux restent très concentrés. En tout cas, les éléphantaux qui ont savouré leur victoire dans les vestiaires et ont reçu même un message fort de la part de Yacine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. L'élément est proposé par le service de communication de la FIFA sur sa page YouTube. On regarde. Les enfants, je suis venu avec le vice-président, avec le coach. On est venu vous féliciter. Félicitations pour votre belle qualification. Je vous ai dit la dernière fois quand on était à votre hôtel qu'il faut écrire l'histoire. Prenez votre destin entre les mains. Aujourd'hui, vous avez fait le match qu'il fallait. Vous avez gagné. On est très fiers de vous. Bravo, bravo, bravo. Le premier objectif est atteint. On sera au mondial, Inch'Allah, en novembre prochain au Qatar. Amen. Inch'Allah, on sera au mondial. Mais maintenant que vous êtes arrivé là, il n'y a rien qui doit vous arrêter. Votre premier adversaire, c'est vous-même. Si vous-même, vous n'êtes pas sérieux avec vous, si vous n'êtes pas concentré, appliqué, travailleur, ça va vous rattraper. Mais si vous êtes sérieux et appliqué, concentré comme vous l'avez fait aujourd'hui, solidaire comme vous avez été aujourd'hui, quand un père, on le soutient, quand un loup, on le soutient, on ne s'engueule pas, on est ensemble, en groupe. Si vous continuez comme ça, vous savez où vous serez. Vous allez être champion d'Afrique. Yes. Vous pouvez être champion d'Afrique. Marquez l'histoire, je vous ai dit, comme votre aîné Kessié, ici au Maroc, a gagné en 2013. Gagnez cette année, comme Kessié. Bon, qu'est-ce que vous encouragez? Voilà. Il est avec vous. Voilà. Donc, faites ça. Et puis, soyons ensemble. Soyons champions déjà. Et après, on ira au Qatar. Que Dieu vous accompagne. Moi, je m'en vais à Abidjan demain. Dieu vous accompagne. Je reviens pour la demi-finale. Alors, débrouillez-vous. Inch'Allah. Donc, débrouillez-vous. D'accord? Allez, bravo. Voilà, les éléphantaux qui ont savouré leur victoire et puis aussi le message du président de la Fédération ivoirienne de football. Bon, déjà, revenons sur le but, ce magnifique but de Broulaye Cissé. On regarde. Oh, lovely bit of skill and a back heel to create space. It's a shot that's going to be towards target and what a goal! C'est incroyable! Unbelievable scenes here at the Stade Municipal de Berechid. Un très beau but, on en parlait, même le commentateur disait, c'est incroyable. Et la rivalité Côte d'Ivoire-Mali a amené les internautes à réagir, comme toujours, avec un brin d'humour dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Voici quelques captures que nous vous lisons assez rapidement. Oui, Mali seulement, son rugby, basket, tennis, même au niveau des journalistes, on les bat. C'est justement la réponse. Ça, c'est l'œuvre de Driss Kombala, Fulgence Trazier. C'est justement la réponse au but de Néné Dorgelès contre la Côte d'Ivoire pendant la CAN. Regardez bien.
Oumar Thio, ah, si vous pouviez enseigner cela à vos aînés, nous serions moins stressés pendant leur rencontre. Sommet de la gloire, ouais, c'est fort. Le petit a répondu à Néné d'Orgelès. Alou Oumar, waouh, c'est un gamin à suivre de très près. Barthé Ben Adam, c'est but des Néné d'Orgelès lors de la CAN qu'il a égalisé. Voilà, toujours ce petit brin d'humour avec la rivalité Côte d'Ivoire-Mali. Et puis, on va terminer l'actu, le deuxième sujet de l'actu de ce soir, justement, avec les beaux buts, les plus beaux buts de la phase de groupe. On regarde. Oh, lovely bit of skill and a back heel to create space. It's a shot that's going to be towards target, and what a goal! C'est incroyable! Unbelievable scenes here at the Stade Municipal de Berechid. And starting off the tournament with a 6-1 victory. Perhaps was it an indicator of such. Alinho Aidara, one-on-one with the keeper, and he beats him. Gets his 5th goal of the tournament. Alinho Aidara, magnificent time. He's provoking on the left wing. Deep cross. He does find a teammate, and the deflection takes it over the goalkeeper, and it's 3-0 for Desiré Fonto. What are we seeing today? Magnifique from Alinho Aidara. Jaden Puna with the long ball forward. Brought down by Denzel Leyoun. From the angle, it's 2-0. Leaves. Angola in again here. Round the goalkeeper, Jairo Mwanya to make it 4-0. Straight from the kickoff. And Angola running riot. He's had a pretty impressive... Morocco back as Razan now picks up the ball. What was that? The shot, and there's the header, and there's the opener. And it's Ilyas Belmokhtar with his 3rd goal. Got some pace. At the moment they're struggling physically, you could see that. They're defending crosses and set pieces, but they've given the ball away here. Now Belmokhtar, he's got plenty up in support, and there's the header. On termine la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, José Diati. Merci, Marie-Christine. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, Jean-Philippe. Ciao. Merci, Kader. Merci, Marie-Christine. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.